Aller au cinéma avec sa copine permet un type de relation amoureuse particulier. Flirter dans un cinéma, dans le noir, c'est accéder, pour le prix d'un billet, à l'excitation des amours clandestines. Pendant que les mains poussent loin leur investigation, les corps sont orientés vers le film, calés dans le chemin obligé du fauteuil et de ses accoudoirs souvent mal commodes et peu propices au rapprochement. Ce sont les mains qui font tout le boulot. Elles sont d'ailleurs souvent en première ligne dans la vie de tous les jours, estafette envoyée par le corps pour évaluer la température de l'eau, celle d'un bain par exemple, avant que celui-ci s'y plonge tout entier. Dans le cas du flirt au cinéma, les mains ont mission d'explorer le sexe de l'autre par des attouchements qui rajoutent à la fixité des corps tout envahis par les sensations qu'elles provoquent. Et le fait de regarder dans la même direction, le côte à côte évitant le face à face, donne une dimension à ces flirts dans les cinémas très différente de celle de tous les autres lieux où des couples peuvent se retrouver. Il y a rarement de disputes d'amoureux à l'intérieur des cinémas. Alors que sur le banc d'un square, cela peut mal finir. Un mot mal placé, une soudaine jalousie, l'aveu d'un délaissement, et c'est la dispute, suivie du départ anticipé de l'un ou de l'autre. Le caractère public du square donne en plus un côté démonstratif aux éclats de voix qui contribuent à leur publicité et amplifient la crise. Rien de tel au cinéma. Il est impossible de parler longtemps à haute voix sans la réprobation des autres spectateurs, ou alors il faut le faire à l'oreille avec un timbre de voix plus adapté aux déclarations amoureuses et aux confidences qu'aux reproches. Et chose importante, on ne peut pas y faire l'amour. Dans d'autres lieux plus intimes, le coït suit rapidement le flirt. Rien de tel au cinéma. Pourtant, les attouchements y sont approfondis et mettent les couples d'amoureux au comble de l'excitation. Mais à cause du coït impossible, les cinémas deviennent les endroits inédits et irremplaçables des préliminaires étirés. Le flirt, obligatoire ici, procure des sensations intenses agrémentées de parfums d'interdit. Dans un coin de campagne à l'écart ou dans un hôtel inconnu, les amoureux ne s'attardent pas dans les prémices. Ils sont impatients de passer à l'acte qui, tel l'arbre qui cache la forêt, effacera tout souvenir de l'intensité des attouchements qui leur ont précédé. J'aime les baisers volés, les mains qui effleurent discrètement les mains de l'autre dans la foule, incognito, les billets doux, tous ces gestes légers et discrets, sensualité à fleur de peau qui intensifient le désir amoureux. Le petit mot que l'on glissait furtivement en rougissant dans la main de l'autre est aujourd'hui remplacé par le texto. Le téléphone portable est devenu la boîte aux lettres idéale. On ne guette plus le facteur derrière la fenêtre, on guette l'écran de son appareil. Le texto arrive directement dans la poche de son destinataire. Il ne peut pas être perdu, comme les lettres dans un train postal, sur le chemin de la poste à la maison, et personne ne peut l'intercepter avant votre retour. Le frisson de l'envoi dans les textos, comme dans les emails, n'est plus associé, comme dans la lettre manuscrite, au geste de mettre l'enveloppe dans la boîte, mais au geste d'appuyer sur la touche Envoi, qui va déclencher instantanément le flux numérique irréversible. Et le geste d'appuyer sur le bouton par son enjeu est comparable à celui du président déclenchant le feu atomique. À la différence de la lettre, l'état émotionnel de celui qui envoie un texto est très proche, en considération du peu de temps qui les sépare, de l'état émotionnel de celui qui le reçoit. La lettre, elle, distend ces deux moments. Jeter une bouteille à la mer est pire encore, tellement le temps est long entre l'envoi du message et son hypothétique découverte sur une plage.
Les textos ou emails ont en commun avec les lettres envoyées par la poste que leur départ irréversible est un soulagement. Les dés sont jetés. On clôt les hésitations sans fin sur le choix d'une tournure de phrase. Les sentiments qui tournaient sans arrêt dans la tête se figent pour s'identifier exclusivement à l'état des sentiments inscrits dans la lettre, le texto ou l'email. Le message envoyé nous engage pour un temps à être en conformité avec lui. On laisse alors son bureau sentimental encombré par les brouillons et l'on sort faire un tour. C'est la réponse qui va maintenant relancer la machine à cogiter. C'est au destinataire d'avoir les tourments et l'initiative. Dans tous les cas, cela requiert une forme de courage, d'assumer, de lancer l'envoi d'un message qui aurait pu encore être réfléchi, tourné, médité, contredit, annulé. On s'arrête à la vérité qui l'exprime et cela nous engage. L'autre va répondre à cette vérité qui n'est que celle du moment où j'envoyais la lettre ou appuyais sur la touche du téléphone. Et quand on reçoit la réponse à notre courrier, on n'est peut-être plus le même que celui qui a émis le message initial. On est devenu l'otage de notre humeur au moment de l'envoi. Mais l'incertitude est une jouissance. Ne pas être sûr de ses sentiments et engager des actes qui s'appuient sur cette incertitude est une ivresse. La lettre, de ce point de vue, est la plus performante. Au moment où elle est lue, à cause du temps qu'elle met à parvenir à son destinataire, elle a été écrite par quelqu'un qui n'existe déjà plus. Et si à la réception de la lettre, l'expéditeur est appelé au téléphone par le destinataire, ce dernier peut être surpris d'avoir au bout du fil quelqu'un de penaud qui n'assume pas ce qu'il lui a écrit. L'expéditeur va, par ces mots bredouillés, trahir ce frère qui lui ressemble, celui qu'il était quelques jours plus tôt. Le risque est plus faible dans le cas d'un texto ou d'un email lu très vite après qu'il ait été envoyé. C'est plus difficile de trahir un frère qui est encore dans la pièce à côté de vous, si près qu'on pourrait vous prendre tous les deux pour des siamois. Combien de lettres aurais-je voulu retirer de la boîte de mon destinataire ? Et j'imagine que certains ont tenté de court-circuiter le courrier en se rendant chez leur destinataire, guetter le facteur et crocheter la boîte aux lettres pour en retirer la missive devenue inadéquate et peut-être même compromettante. Les nourritures et les boissons que je trouve bonnes aujourd'hui ne l'ont pas été d'emblée. J'en apprécie certaines que j'ai détestées la première fois que je les ai goûtées, comme le vin, le café, les radis. Un lien durable s'établit souvent avec des choses que l'on a d'abord rejetées. Il en est de même des êtres. Des amis ont été quelquefois au départ des gens que je n'ai pas appréciés, voire détestés. La détestation est redoutablement efficace pour créer un lien pérenne entre deux personnes. Dans un premier temps, elle génère un sentiment négatif qui est raccordé à l'autre comme un courant électrique. Le courant établi, il peut inverser sa polarité et passer dans un deuxième temps du négatif au positif tout en gardant la même intensité. Le contraire est également possible. La haine entre des amants qui se séparent a souvent la même force que l'amour qui les lia. Ce qui agace crée un lien, induit une dépendance qui peut devenir obsédante. Dans ma bouche, la langue qui a repéré par hasard le bord coupant d'une dent y retourne sans cesse. L'attachement physique n'est pas déterminé par la polarité positive ou négative, mais seulement par l'intensité, ce qui expliquerait cette attraction pour des choses que l'on rejeta d'abord. Ce qui nous oblige à dépasser les réticences du corps mène souvent à une jouissance, et l'on finit par faire par envie ce que l'on refuserait de faire par obligation.
Quel plaisir de gravir la montagne pourtant si hostile avec le froid et la fatigue de l'excessive dénivelé. Les parents du futur alpiniste avaient pourtant protégé leur petit garçon, avaient veillé à ce qu'il sorte bien couvert, pris garde à ce qu'il aille pas se mettre dans des endroits dangereux. Et c'est ce même enfant devenu adulte qui va escalader la face nord du Cervin. Et le plaisir de faire à l'âge d'homme ce qui était défendu à l'enfant est obtenu avec la complicité de tous, même celle de la société qui maintient à grands frais des hélicoptères, des pelotons de gendarmerie et de haute montagne pour les envoyer en plein blizzard secourir ceux à qui le bon sens aurait voulu qu'on dise mais restez chez vous. Le petit garçon devenu grand a oublié les paroles de ses parents. Toi, tu vas prendre 2 claques si tu t'aventures dans un endroit dangereux. Et si l'enfant se met exprès sous la gouttière, c'est pour être héroïque et gronder, pour qu'on s'en occupe de lui, qu'on le déshabille, qu'on l'installe tout nu, grelottant devant le poêle. C'est pour voir sa mère mettre ses vêtements trempés dans la machine à laver, lui amener pyjama et chaussons, le frictionner, puis l'habiller avec la veste et le pantalon brûlant déposé sur le poêle le temps de la friction. Cette caresse pudique des parents. Plus tard, l'enfant devenu adulte, à l'assaut du Cervin, se dira « Si je n'arrive pas au sommet, on viendra me chercher. Les secouristes s'occuperont de moi. Si je suis enfoui dans une avalanche, ils se mettront tous en ligne et sauderont la neige jusqu'à ce qu'ils me trouvent. Peut-être volerai-je dans l'hélicoptère de la protection civile. Ça doit être impressionnant d'être couché sur le brancard fixé à l'extérieur de la cabine de pilotage, sonné par les calmants, sauvé par la perfusion, allongé au-dessus du vide, volant au ras des cimes des sapins pour être rapatrié d'urgence dans la vallée. J'ai embêté tout le monde, mais je suis un héros. L'ampleur de la défaite est à la hauteur de l'exploit, et en quelque sorte on dessine l'importance par défaut. Parce qu'il y a 2 façons de gagner son étoffe de héros. En atteignant le sommet ou en ne l'atteignant pas, en étant vainqueur ou victime des éléments. Mon grand-père, quand on se faisait mal, en ayant pris des risques, bêtement, nous gratifiait en prime de l'administration d'une claque. La vue du sang le mettait en colère. J'imagine mal le CRS, après avoir secouru au péril de sa vie l'alpiniste égaré dans la montagne, parti sans tenir compte de la météo, lui donner un coup de poing une fois sauvé. Ça serait pourtant justifié. Mais les bêtises des adultes, au contraire de celles des enfants, sont souvent tolérées, voire encouragées, à cause de ces 2 plaisirs qui cohabitent dans la société. Tenter des choses dangereuses et secourir ceux qui tentent des choses dangereuses. Et celui qui trouve son plaisir à porter secours a besoin de ces risques-tout imprudents pour aller à son tour se confronter légitimement aux éléments hostiles. Il admire secrètement celui qu'il secourt, parce que ce dernier, pour se mesurer à ces éléments hostiles, a eu recours à l'inconscience, l'irresponsabilité, dont le secouriste, lui, est incapable. Trop raisonnable, il a besoin de ce partenaire imprudent pour se mesurer au danger. Et la mort est l'échec de ce deal. C'est une sanction vide et stérile qui empêche l'exercice de la jouissance du couple imprudent-prudent.